Bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je viens de lancer l'enregistrement de ce jeudi de la FEMS. Donc, comme je le rappelais il y a quelques instants, si vous souhaitez ne pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper votre caméra. Et je vous invite aussi à couper voilà, vos micros durant les prises de parole de nos intervenants et intervenantes, que nous remercions chaleureusement côté FEMS d'avoir accepté de contribuer à ce jeudi de la FEMS, qui manifestement suscite un vif intérêt. Voilà. Et nous vous remercions aussi d'avoir été si nombreux à vous inscrire. Je vais de ce pas laisser la parole à Benoît Labrodette, qui a imaginé ce rendez-vous ce matin avec Céline Chanas et Elisabeth Joly-Schmelz, vice-présidente de la FEMS. Donc Benoît Labrodette, qui est cinéaste, pédagogue, chercheur et consultant en innovation culturelle et stratégique numérique, et qui est aussi président de l'agence Benoît Labrodette Production. Benoît, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. On va faire cette petite présentation qui se terminera par des questions. Il y a trois intervenants et intervenantes que je vais présenter et qui vont se présenter en détail juste après, simplement pour vous donner l'objectif de ce moment, qui est assez court, hein. Pendant une petite heure, on va présenter un certain nombre d'exemples et ensuite, pendant on va dire un bon quart d'heure, jusqu'à 10h30, on pourra échanger avec vous. L'idée sur la question de l'audiovisuel et le musée, c'est de partager des choses inspirantes, que ce soit des exemples concrets, que ce soit des pensées conceptuelles du sujet ou des méthodes. Mais on va évidemment pas tendre à l'exhaustivité, mais être plutôt dans le partage et dans l'inspiration. Donc, idem pour les contributions après les présentations. Si vous avez des choses que vous avez envie de partager qui vous semblent inspirantes pour les autres, c'est un petit peu ça, ce moment-là. Sachant que le titre qu'on a donné, c'est de l'exposition à la médiation en passant par la création, l'ethnographie et le web. Donc, on est très vaste, hein. Alors, les trois personnes qui vont intervenir et qui vont présenter chacune pendant une quinzaine de minutes des exemples et des propositions de typologie aussi. On commencera avec Maude Gouy, qui est chargée de projet à Univers Science. Bienvenue Maude. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton Oui, contexte et qui tu es et ce que tu fais? d'accord. Bonjour, donc je m'appelle Maud Gouy, je connais bien les étudiants de Arras parce que j'interviens dans le master de Serge depuis une douzaine d'années maintenant et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de... Donc j'ai fait un certain nombre d'expositions parce que je travaille pour la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte et tout ça porte le nom d'Univers Science, donc j'ai réalisé avec des collègues, on est presque toujours en co-commissariat, hein, donc je suis co-commissaire d'exposition, aussi bien, je dirais, au Palais qu'à la Cité. Des expositions qui sont toujours très diverses. On ne s'appuie pas sur une collection, on s'appuie uniquement sur la transformation de concepts en dispositifs de muséographie par rapport à d'autres musées comme le MUSEM ou le musée des Confluences. Nous n'avons pas de collection et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une démarche qui, je pense, est très différente au niveau de la conception. Le point intéressant, c'est que je trouve qu'il est de plus en plus intéressant, et c'est pas nouveau, mais de raconter des fictions, et les fictions sont vraiment très bien portées par l'audiovisuel. Donc la particularité, je dirais, de mon parcours, c'est de d'avoir eu la chance d'être commissaire d'expositions extrêmement diverses. J'ai fait l'exposition Zizi sexuelle en 2007 et en 2014, qui a été un changement et qui a eu des répercussions au niveau sociétal qui, en tant que muséographe, sont très intéressantes. Et peut-être qu'un jour, je viendrai vous en parler, même si c'est une exposition ancienne, parce qu'il y a eu tout un revers de la société extrêmement intéressant à différentes étapes entre 2007 et 2014. Et puis sinon, j'ai fait des expositions avec l'INRAP, une sur le Moyen Âge et une sur les Gaulois. On est allé chercher des objets, vraiment de l'expertise ailleurs et dans d'autres musées. Et depuis les dernières expositions que j'ai faites, c'est avec Astrid Aron. Donc, c'est une exposition sur l'amour qui était au Palais de la Découverte. Actuellement, je travaille sur une exposition sur les frontières. Et avant, j'ai fait une exposition sur la voix. J'ai fait une exposition sur l'électricité. J'ai eu monsieur beaucoup intéressé à la muséographie enfant pour passer, voilà, maintenant à la muséographie adulte. Et
le média film, hein, pour moi, est extrêmement important. Et ce que j'essaie de présenter aux étudiants, c'est l'importance des cahiers des charges. Voilà, mais je ne vais pas être trop longue déjà, rien que dans l'introduction. Voilà, c'est comment on rédige, comment en tant qu'établissement public, on va établir une commande pour que des réalisateurs puissent répondre sans perdre trop de temps. Merci beaucoup. C'est Merci. parfait, Maud. Merci Très bien. beaucoup. C'est bien parce qu'on voit vraiment le contexte et ta place dans ce contexte. Donc, Junior Barona, qui est chef de projet au studio 1316, enfin, pour le studio 1316 au Centre Pompidou. Est-ce que tu peux te présenter, Junior, et présenter le contexte du studio 1316? Le contexte du studio 1316, en fait, c'est un espace dans le Centre Pompidou qui est dirigé à l'impulsion de la direction des publics. C'est un espace de médiation à destination des adolescents et des jeunes adultes. Un des premiers espaces dans sa programmation est uniquement dirigé dans la rencontre de la création contemporaine et de l'adolescence et maintenant les plus jeunes adultes. Et c'est un projet qui est porté par le service de la médiation culturelle, pour lequel notre travail avec l'audiovisuel ou les vidéos se fait non seulement dans la fabrication par les jeunes, la fabrication par des artistes, la diffusion et également notre implantation sur les réseaux sociaux, site internet du Centre Pompidou, Facebook, Instagram et le futur qui peut être TikTok ou autre. Voilà. Merci beaucoup. Et vous voyez tout de suite la diversité. Hein, c'est de la vidéo aussi, mais vraiment à d'autres endroits que dans l'exposition elle-même. C'est vraiment la vidéo comme objet de médiation. Et Edith Joseph est responsable du service des expositions à l'abbaye de Daoulas et au château de Kerjan, dans le Finistère. Est-ce que tu peux te présenter, Edith, et présenter ton contexte? Alors oui, bonjour et merci de me recevoir. Moi, je suis chargée des expositions de Chemin du patrimoine en Finistère plus largement, mais ce matin, on va se baser sur des exemples qui concernent effectivement l'abbaye de Daoulas et le château de Kerjan. À l'abbaye de Daoulas, je suis aussi plus spécifiquement commissaire et souvent comme Maud, co-commissaire des expositions de l'abbaye. L'abbaye, c'est un centre culturel qui existe depuis, c'est une très longue histoire, donc je vais faire court, qui existe depuis une trentaine d'années, qui a toujours eu pour vocation de faire des expositions dites, alors nous on dit des expositions de société, qui est un vocabulaire professionnel que le grand public ne comprend pas forcément, mais qui recoupe en tout cas des idées d'avoir des expositions qui partent sur la base d'un concept en anthropologie sociale. Au démarrage de ces expositions, on était plus sur une relation culture du monde, c'est-à-dire exposer une culture, exposer une pratique. Il y a une quinzaine d'années, l'état de la science ayant évolué, la société ayant évolué, le lieu ayant évolué, on est plus parti sur une politique pour les expositions de Daoulas d'anthropologie comparée, c'est-à-dire au-delà de la comparaison qui n'est pas raison souvent, l'idée c'est de questionner le rapport à l'altérité entre l'ici et l'ailleurs, c'est-à-dire prendre une question de société ou un enjeu contemporain qui nous permet à la fois de regarder ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe chez les autres, pour en fait se rendre compte bien souvent qu'on n'est pas si éloigné de celui qui peut paraître, pour citer l'auteur, cet étrange. Et donc, pour revenir au sujet, dans ce contexte, l'audiovisuel est un support très important qui nous sert à de nombreuses choses pour transmettre littéralement un état de la recherche, une pensée, une réflexion, mais aussi restituer la pensée de témoins qui font partie de la société civile, mais aussi pour transmettre du savoir au travers d'aspects plus didactiques. Voilà, enfin, je développerai tout ça tout à l'heure, mais en gros, voilà mon contexte. J'espère que c'est clair. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, je vais finir une courte introduction et ensuite je passerai la parole à Maud Gouy pendant 15 minutes, puis à Junior Barona pendant 15 minutes et enfin à Edith Joseph pendant 15 minutes. Et ensuite, on pourra discuter tous et toutes ensemble. Alors,
Ce qu'on perçoit là déjà dans les présentations, c'est que là, on est centré sur l'objet audiovisuel, hein. C'est l'objet de notre échange. L'audiovisuel, c'est un outil de diffusion, hein, voilà, qu'on peut utiliser en diffusion dans le cadre d'exposition. Donc, je fais une typologie un petit peu basique, mais juste pour repérer et qu'on puisse placer les choses. Donc, il y a l'aspect diffusion, qui est un aspect. Après, il y a l'aspect production, c'est-à-dire comment on fabrique aussi ces audiovisuels. C'est tout un autre volet et c'est très important parce qu'il y a justement les cahiers des charges, comme tu le disais, Maud, qui, quand, comment, pourquoi, à quel rythme, les mises à jour, par exemple. Enfin, ça, c'est des sujets. Et puis, l'audiovisuel, c'est aussi un outil de médiation. Et là, c'est plutôt Junior qui nous parlera de ça, c'est-à-dire en tant que médiation, on peut aussi proposer aux personnes de créer des contenus audiovisuels, aux visiteurs, hein. C'est complètement une autre approche. Donc, entre diffusion, production, médiation, ça fait déjà une première typologie. Mais il y a aussi la dimension de communication. C'est-à-dire le musée, un musée, il est dans le musée, hein, mais comme le disait très bien Bernard Stiegler, qui avait fondé l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, l'IRI, le visiteur ou la visiteuse, il y a l'expérience dans le musée, mais il y a l'expérience avant et puis l'expérience après, hein, c'est pas que le moment de la visite. Donc, l'audiovisuel, et a fortiori aujourd'hui avec la puissance de réseaux sociaux basés sur l'audiovisuel et notamment le plus important d'aujourd'hui, à savoir TikTok, c'est que de l'audiovisuel. De fait, on se retrouve confronté aussi hors du musée à des choses qui résonnent avec le musée. Et donc, évidemment, on ne parlera pas de tout dans tous les détails aujourd'hui, mais c'est juste pour donner le contexte et voir que l'audiovisuel, c'est très vaste en fait. Et puis, il y a la dimension aussi technique qui est un point important. Moi, j'avoue hein, être parfois déçu, si je puis dire, dans des musées, des problèmes techniques d'images déformées. Voilà. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que je pense que c'est accessible partout, tout le temps, l'audiovisuel, mais c'est aussi des exigences, en fait, qu'il est vraiment important d'avoir et de tenir en tant que professionnel, je trouve. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir comment on fait, et comment on se forme aussi à ça et comment on se forme à l'évolution des outils. Et puis, il y a aussi la dimension, encore deux derniers points, la dimension ethnographique, hein, de l'audio et du visuel, hein, c'est-à-dire c'est aussi la production de documents et de traces qui peuvent servir des collections et des expositions, et là-dessus, il y a une très forte évolution des techniques, etc. Et je peux moi aussi voir parfois des façons un peu où j'ai l'impression qu'on fait de l'éthographie avec l'audiovisuel comme on pouvait faire il y a 40 ans ou il y a 30 ans, alors qu'il y a des nouveaux outils hyper pratiques, etc. Et je trouve que je pense pas qu'on parlera tellement de ce sujet aujourd'hui, mais je le pointe quand même parce que je crois que c'est intéressant de voir comment ces outils évoluent et comment les pratiques aussi de production de contenu, que ce soit dans le champ de la médiation ou dans le champ de l'ethnographie, peuvent évoluer et plutôt dans le bon sens. Et je dirais, et je terminerai là-dessus, que pour moi, il y a une clé et qui rejoint ce que tu disais, Maud, sur la question de raconter des histoires. Pour moi, la clé qui est commune à tout ça, c'est la créativité. J'ai l'impression que cette dimension de créativité, d'oser faire des choses, d'oser capter, d'oser essayer des choses, etc., c'est ça qui entraîne l'adhésion, que ce soit du visiteur ou de la visiteuse, ou dans le cadre de la médiation, et comment on partage aussi cette joie, si je puis dire, de la créativité autour de l'audiovisuel dans toutes ces dimensions. Et du coup, encore une fois, merci d'être là tous les trois et de nous présenter plein d'images. Donc, à toi, Maud, voilà, nos trois intervenants ont plein d'exemples à nous montrer. Voilà, donc c'est une réflexion sur donc le statut des audiovisuels dans les expositions, à savoir, en effet, on utilise de plus en plus de films. À la Cité, je dirais notre caisse à outils, ce sont plutôt les manips,
mais de plus en plus, moi j'ai eu envie d'introduire des films. Alors je suis pas la seule, mais quelquefois certaines expositions ont été portées uniquement par des films et pas par des manips. Donc il y a un vrai changement justement dans la façon de pouvoir montrer différentes facettes d'un sujet. Et c'est vrai que le cinéma est très, voilà, me semble être ah, ça marche pas, zut. Ah, ça marchait bien tout. Vous voyez mon écran là? Oui, on le Oui, oui, voit. On voit la Ah première voilà, page. c'est très bon. Ah, bien. si, ça marche, ça Parfait, marche. très bien. Donc déjà, la particularité, la réflexion, c'est pourquoi on fait un visuel, pour combien de spectateurs, quelle durée, dans quels espaces, dans quels aménagements, quel format. Et il y a toujours, bien sûr, pour qui? Est-ce qu'on s'adresse à un public d'enfants? Est-ce qu'on s'adresse à des adultes? Est-ce qu'on va s'adresser à des enfants et à des bacs plus 4 ou plus 7? Donc, c'est toujours ces problématiques qui sont très intéressantes. Et je pense que la première réflexion, c'est vraiment de réfléchir à ces particularités. Pourquoi faire? Est-ce que le film, le média, en tout cas audiovisuel, peut être utilisé pour ce que j'appellerais du papier peint, hein? C'est-à-dire qu'on est là pour présenter du décor, hein, on est devant une affiche alors ça peut être une image animée, ça peut être qu'une image mais qui s'approche je dirais, de l'audiovisuel, mais on est dans quelque chose qui participe à donner corps à la scénographie. Ça, c'était une exposition sur Ombre et Lumière qui était à la Cité des Sciences. La plupart de mes exemples viennent de la cité, mais pas uniquement. Là, c'est une exposition sur l'amour. Notre souhait, c'était de montrer, je dirais, par un geste artistique, par une création artistique, que l'amour, au même titre que la poésie, est un vecteur magnifique. Le cinéma est un vecteur magnifique pour parler d'amour, pour parler des sentiments. Et donc, on avait deux grands films, on avait fait deux grandes commandes à une artiste qui a joué le jeu de faire des présentations, mais qui sont pas, où on rentre pas dans le contenu. On est vraiment dans quelque chose qui participe à donner à une atmosphère, à créer du lien. Là, sur l'image de droite, vous voyez, on avait des grands ballons qui étaient accrochés dans lesquels on projetait des scénettes autour de l'amour. Est-ce que c'est pour animer une exposition? Ça, c'est une exposition très différente, mais c'était sur les jeux vidéo où l'image était omniprésente. Pareil, une exposition de la cité. Ensuite, quelquefois, c'est voilà, pour vraiment porter du sens, être porteur de sens et d'un sens qu'on veut didactique d'une certaine façon. Là, l'idée, c'est d'incarner un propos scientifique. On est sur l'exposition de l'amour, on a 10 personnes et on veut qu'elles nous parlent chacune de qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est un sociologue, c'est un biologiste, c'est un psychiatre, c'est un médecin, c'est un sexologue, et comment rendre ça vivant. Et donc d'incarner un propos tout en n'étant pas uniquement dans un audiovisuel où on a un expert qui nous parle, il est sachant, etc. Donc l'idée, c'est de faire des propositions, et c'est là où je pense qu'on travaille, on a les moyens et la chance de pouvoir le faire, c'est qu'on a vraiment le temps de réfléchir à la proposition artistique qu'on souhaite en fonction du contenu. Donc, quand on rédige ces cahiers des charges, on met énormément d'informations. Je ne sais pas si vous travaillez de la même façon, mais nous, on donne des cahiers des charges dans lesquels tous les contenus sont déjà donnés pour que la personne puisse se consacrer uniquement, je dirais, à la réalisation créative et artistique. Mettre l'humain au centre, là, c'était témoigner différemment. Donc, on est vraiment on avait un multimédia où à chaque fois on pointait et on voulait vraiment des histoires extrêmement personnelles. Donc là, on était dans une vision beaucoup plus rapprochée, contrairement à précédemment où on est loin, on est dans le savoir beaucoup plus participatif. Là, sur l'image de droite, c'est un travail que Morgane Hortin, peut-être que les jeunes connaissent, qui est donc une femme qui a travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux, qui avait recueilli un certain nombre de textos qu'elle a classés et qu'on a présentés. C'est une façon de raconter un témoignage, mais indirectement en mettant un très très grand, comme si on était face à un gros iPhone, entre guillemets, avec des messages qui étaient triés dans différentes catégories. Donc là aussi, c'est une façon de témoigner. Là, ce sont des grandes installations où on immerge les visiteurs, où on leur donne vraiment beaucoup d'informations pour comprendre le monde. Des choses qui sont plus originales dans la forme, qui nécessitent un travail plus créatif, plus complexe, hein, où on va faire un cahier des charges, on va aller chercher non seulement une personne qui réalise un audiovisuel, mais qui sache aussi
créé un théâtre optique sur l'exposition Pasteur qu'on avait faite au Palais de la Découverte. Donc, on avait une controverse qui était complexe à mettre en œuvre, qui était une controverse que Pasteur a eue avec Pouchet sur d'où viennent les microbes. Est-ce que les microbes existent de façon permanente ou est-ce qu'ils sont provoqués par quelque chose? Donc là, je dirais que pour nous, c'est vraiment de créer des effets de surprise aux visiteurs pour qu'ils se disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi utiliser ce théâtre optique, pardon, pour pouvoir raconter justement un contenu? Et là, c'était fait par Nova Pista. Combien de spectateurs, quelle durée, quel format est vraiment important. Là, on avait travaillé avec, vous reconnaissez Orsena et puis Théo Grasset. On avait associé, je dirais, une personnalité importante pour l'Institut Pasteur et une personne qui venait du web pour pouvoir travailler. Bon, il s'est semblé que Théo Grasset, après, a été poursuivi par, voilà, il avait commis des actes pas très sympathiques auprès des femmes, mais bon. Donc, en tout cas, on a essayé de réfléchir avec eux sur le format. Est-ce que les personnes vont être assises? Est-ce qu'elles sont debout? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on fait des films de 4-5 minutes? Est-ce qu'on fait des films de 10 à 20 minutes? Moi, je ne vous cache pas que j'aime bien faire des films longs, très longs. J'aime bien, sur la dernière exposition Cancer, qui était portée uniquement par les audiovisuels, c'était vraiment de rentrer sur toutes les facettes de Cancer à travers justement des propositions artistiques qui sont à chaque fois différentes. Je pense que dans le cahier des charges, on ne fait pas un lot commun et puis on donne tout à une personne. Non, on essaie vraiment de tricoter au plus près chaque audiovisuel qui puisse être approprié par un réalisateur, une réalisatrice. Donc, on affiche toujours la durée des films, hein, donc ça, c'est vraiment important ça, je le dis plutôt pour les étudiants, mais c'est important de savoir si les visiteurs arrivent au milieu d'un film, est-ce qu'il leur en reste 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, donc toujours marquer cette idée de temps, de sablier. Là, c'était un film sur le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux, quand on a un acte sexuel, quand on a un chagrin d'amour. Là, c'est donc comment on s'y prend au niveau technique. Est-ce qu'on a des boutons pour le choix de langue? Donc, on a bien sûr, nous, à la Cité, on est très bons élèves et trop bons élèves. À mon sens, on est en 3 langues. Je pense qu'on est les seuls. Vous me direz si vous-même, vous êtes en 3 langues ou en 2 langues. Donc, on est en français, en anglais, en espagnol. Très souvent, on est en LSF et en audio-description. Hein, parce que bien sûr, la LSF va à l'encontre de l'audio-description. Donc, comment on va positionner ces boutons? C'est toujours un casse-tête. C'est pas très beau. Voilà, comment on s'y prend? Alors, ces boutons peuvent être des gros boutons physiques, hein, mais ça peut être aussi, comme sur ce film-là, c'était en anglais sur l'écran tactile avec début, start, initiaux. Donc, on prépare donc ces choix de langue. C'est une contrainte assez importante, c'est une contrainte qui coûte cher, c'est une contrainte complexe quand on part en itinérance parce que si on a fait ce français, anglais, espagnol et qu'on va en Allemagne, eh ben, ça va être allemand, anglais et peut-être une 3e langue. Donc voilà, on a un certain nombre de défis et de contraintes qui nous permettent aussi d'être inventifs à chaque fois. Une autre question, est-ce qu'on crée des films qui sont interruptibles? Je milite pour l'interruptibilité, mais ça n'empêche pas que si quelqu'un passe devant une autre personne, comment ça va se passer est-ce que voilà, la personne va devoir recommencer? On s'est trompé de langue, on peut changer aussi. Donc pour moi, c'est important d'être interruptible. Évidemment, si le film fait 30 minutes, il ne sera pas interruptible. Mais là, pour éviter que ça tourne en boucle, etc., s'il n'y a personne dans la salle, j'aime bien penser toujours un capteur de présence qui va permettre de lancer le film quand la personne arrive. Et l'idéal, c'est s'il n'y a plus personne dans la salle, hop, qu'on bascule, le film s'arrête et on bascule sur l'accroche. Ça aussi, dans nos cahiers des charges, on pense l'accroche. Qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien, hein? C'est toujours une question importante dans un musée pour éviter aussi que les choses crient ou braillent, entre guillemets, de façon systématique. Donc, toutes ces questions font partie de la réflexion
qu'on a quand on fait ce type de cahier des charges, interruptible ou pas. Voilà, donc à déclenchement volontaire, capteur de présence ou qui tourne en boucle. Donc là, l'idée, c'était, on a fait une grande exposition sur Pasteur au Palais. On a installé un buste de Pasteur. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que une centaine d'années avant ce buste, il y avait bien eu un buste qui avait été installé ici. Et là, on a proposé un vidéo mapping sur ce bus. Donc, pour nous, le film ne se cantonne pas à un écran ou un vidéoprojecteur, hein. On aime bien penser à faire un cahier des charges où on va demander la réalisation d'une œuvre audiovisuelle qui va être projetée sur un objet à identifier, sur frontière. Là, on est actuellement sur la frontière mexicaine. On va projeter sur une maquette. Notre volonté, c'est par contre que le double travail soit pris en charge par une seule et même équipe, hein. On ne va pas prendre d'un côté un sculpteur, de l'autre côté quelqu'un de l'audiovisuel. Non, on marie les deux pour beaucoup plus de facilité. Donc là, on avait ce buste de Pasteur qui racontait la vie de Pasteur et ce buste nous permettait aussi bien de raconter son identité et quelquefois le visage de Pasteur se transformait en Madame Pasteur. Donc, il y avait vraiment il y a vraiment des possibilités d'inventer des dispositifs un peu surprenants, qui peuvent être poétiques, qui peuvent être charmants, je dirais, pour raconter des contenus scientifiques qui ne sont pas forcément faciles. Là, c'était pour vous montrer comment on a, je dirais, mis le choix de langue, c'est-à-dire qu'on a joué donc cette histoire de buste, hein, et on avait donc toutes les langues qui apparaissaient en dessous, dans le lutrin, ben, comme si c'était quelque chose voilà, qui était évident. Et en fin de compte, il parlait en français et on avait les langues qui tournaient en boucle, français-anglais, français-espagnol, et par contre, pour le bouton LSF, on appuie sur le bouton LSF, hein. Un autre principe, mais on revient à la qualité, ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure, hein. Comment faire en sorte que dans une exposition, il n'y ait pas trop de cacophonie. La Cité est un bâtiment qui a été pensé, qui a ouvert en 86, hein, qui a été pensé, à mon sens, comme un grand supermarché. Et dans ce supermarché, ben, le son n'a pas vraiment été pris en charge. Ça coûte très très cher de je dirais, conditionner des pièces pour qu'on puisse avoir un son qui soit vraiment de qualité. Mais là, on a fait une erreur magistrale, mais c'est bien, ça nous sert. On avait une très belle projection sur les champs maudits de Pasteur donc on avait confié pareil cette mission à un cahier des charges, hein. On passe bien sûr par les codes des marchés publics, donc on publie, etc., puis on choisit. Et donc la proposition des chevreaux suprématistes, c'était de proposer un travail qui soit en laine cardée sur le mouton, et ce mouton racontait la grande découverte de Pasteur qui a compris que les microbes étaient dans le sol, hein, suite à des animaux morts, et que ces microbes en fait créent des maladies aux moutons. C'est ce qu'on a appelé la maladie du mouton. Mais notre erreur, c'était d'avoir mis ce mouton qui racontait des choses de façon assez un petit peu à l'oreille. Là, vous voyez, on a les langues, hein, dans la caisse. Et là, on avait à côté une installation autour de poules, hein, qui faisait un bruit d'enfer, hein, et qui venait caqueter voilà, sur le mouton. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs à éviter, hein. On n'est pas là voilà, pour bien faire attention à est-ce qu'on va utiliser des casques, est-ce qu'on va utiliser des choses qui se mettent en dessus, des coupoles, est-ce qu'on va utiliser des haut-parleurs directionnels. Il y a toute une réflexion quand on pense au film qui est vraiment liée, à mon sens, au son, parce que le son, bah, est essentiel évidemment dans l'audiovisuel. Voilà, des formats variés. Ça, c'était un autre format. Ce que je voudrais voilà, vous faire sentir, c'est que on fait pas un film comme on ferait au cinéma. On fait pas un film comme on ferait si on regardait un écran. On essaie de donner de la matérialité, ouais, de donner du tangible au visiteur, hein. Et là, donc, c'était une projection sur une maquette avec des personnages. Là, c'était un pasteur, en fin de compte, qui avait fait une grande démonstration théâtrale, hein, qui était le propre des démonstrations au 19e pour faire connaître ses travaux, et qui avait invité à plusieurs reprises une foule, des journalistes,
pour mettre en scène, pour théâtraliser son œuvre. C'est ce qu'a repris Latour, hein, la théâtralisation de la science. Elle naît vraiment, en tout cas au moment de Pasteur, où on va mettre en scène ses résultats. Et nous, pour mettre en scène, on avait justement envie de mettre en scène ce type de manifestation. Voilà, on revient à un théâtre optique, hein, qui est vraiment toujours, voilà, toujours surprenant d'essayer de comprendre comment ces personnages apparaissent et disparaissent sur un fond noir, hein. C'est des procédés qui sont anciens, donc ça correspondait bien pour Pasteur, hein, au 19e, parce que c'est des théâtres optiques qui étaient déjà utilisés au 19e, avec cette boîte noire et ce principe de miroir, hein. Là, c'était l'idée de donner à l'entrée de l'amour, hein. Bon, bien sûr, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus grand. Après, le budget fait que on resserre. Mais l'idée, c'était de projeter. Je voulais qu'à l'entrée, il y ait quelque chose qui symbolise qu'on était dans une exposition sur l'amour, mais que c'était aussi une exposition scientifique. Donc, c'était de donner sur ce grand cœur et la proposition artistique. C'était un cœur en plume, hein, très léger, donc on pouvait souffler dessus. Et le réalisateur projetait une image enfin, projetait un film sur ce cœur, hein, qui donnait à comprendre, voilà, justement, les fragments d'un discours scientifique, les fragments d'un discours amoureux autour de ce cœur de l'entrée qui faisait office. Pareil, j'aime bien à l'entrée qu'il y a un élément phare, quelque chose de fort qui arrête le visiteur, qui interroge. Tiens, je suis ici. Par exemple, au Musée des Confluences, ils sont assez forts là-dessus. Donc, voilà. Des formats variés, ça, c'est pas moi qui ai pris ces images, mais elles étaient à l'Institut du monde arabe, hein, pour montrer comment on peut intégrer aussi des écrans à des images. Là, on est face à 3 écrans qui viennent jouer, je dirais, avec des formats variés sur des images. Maud, juste, Ouais, 2. tu concluras bientôt, voilà. D'accord, j'ai fini. J'ai Oui, fini. parfait. Hop, Ah mais non, pardon. je barre tout ça. Voilà. Là, ce dont je voulais vous parler, ce sont, peut-être vous les connaissez parce que vous avez plus une fibre artistique que moi, mais j'ai repris leur nom parce que j'ai toujours du mal. Ils s'appellent Lizzie Fitch et Ryan Trécartin. Et au fond, c'est un petit peu ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est de présenter des artistes qui présentent non seulement leurs films, mais leurs films dans une installation qui donne du sens et qui donc permet des réflexions qui sont liées à la technologie, mais aussi à l'humanité, à qu'est-ce qu'on ressent. Voilà, donc ce sont des installations qui sont très fortes, je trouve, et qui permettent de mettre en scène. Il y avait eu l'installation d'Amos Gitaï aussi au Palais de Tokyo qui était très belle, qui était derrière des barbelés qui montraient la guerre. Bon, malheureusement, c'était d'actualité. Voilà, donc ça c'est aussi comment on reçoit ces visiteurs, mais je vais trop, voilà, trop hâte. Je pensais que j'aurais beaucoup de temps, mais je suis bavarde aussi. Voilà, donc toujours cet artiste qui met en scène ses installations, c'est-à-dire que le film fait partie de l'installation audiovisuelle. Musée des Confluences, non, oui, Musée des Confluences. Et ça, c'est la dernière exposition que j'ai vue à Lyon, donc aux Confluences, qui s'appelle La part du rêve, où ils ont une avalanche de vidéoprojecteurs, hein. Et il y a des images, des films je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir si vous vous intéressez à l'audiovisuel. C'est une superposition, de mise en abîme de films, dans les rêves. Et on est comme dans un rêve, en effet, comme une grande brume de réalisation audiovisuelle. Mes images sont pas de grande qualité. Voilà. Pensez l'assise, hein. Voilà, que je me dépêche. Relier toujours, ça c'est à la Cité, une exposition sur... Non, pardon. Voilà, et ça c'est une image que m'a envoyée un collègue il n'y a pas longtemps, qui sort tout droit de l'intelligence artificielle, hein, qui va devenir en effet, voilà, un enjeu important à réfléchir pour les prochaines années, pour réfléchir à qui on confie le travail audiovisuel. Est-ce qu'on continue à avoir une patte voilà, qui soit individuelle, poétique, conceptuelle, hein, ou pas? Pardon. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Maud, c'est hyper riche et hyper inspirant et il faut qu'on se donne rendez-vous à Lyon au Musée des Confluences, ça a l'air incroyable. Merci beaucoup et puis c'est vrai que le fait
d'ouvrir sur le dispositif et la façon dont la vidéo fonctionne dans la relation et dans l'expérience, en fait. Je ne veux pas paraphraser John Dewey, mais c'est vrai que l'art comme expérience, chez John Dewey, qu'est-ce que c'est que l'art? En fait, c'est ce qui est vécu par les personnes. Ce n'est pas un objet en soi. Et donc, ça fait une très bonne transition avec Junior Barona du studio 1316 du Centre Pompidou. Merci beaucoup, Maude. Merci. Et on rediscutera tout à l'heure. Tu peux ouvrir ton micro, Junior. Et à toi de jouer. Alors, je crois que ton micro n'est toujours pas ouvert. Attendez, c'est voilà, parce c'est que... bon. oui. Parce qu'on est en plein démontage de l'espace, donc il y avait un chariot qui allait passer. Est-ce que Pierre, tu vas attendre Oui. Ah, ok, ça marche. Bon, c'est fait. En fait, c'est parce qu'on est en plein mouvement, mais c'est très intéressant ce que Maud a raconté sur la muséographie et l'exposition de ces pièces audiovisuelles. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer une présentation un peu rapide de ce qui est le Studio 1316, puisque nous, notre particularité d'espace, c'est qu'on est un espace de création, un espace de médiation, et qui est différent d'un espace d'exposition. On n'expose pas du contenu, mais néanmoins, on a cette double casquette de création de ce contenu-là, non seulement par le public directement, c'est-à-dire les jeunes adolescents et les jeunes adultes, mais également par la diffusion de ces contenus-là qui sont soit créés par les jeunes, soit une commande qui est passée à des artistes plus directement pour pouvoir les faire. Donc là, en fait, je vais vous faire un rapide historique de ce qui est le est le Studio 1316, en sachant qu'on a une actualité très particulière dans le cadre de la fermeture et du déménagement du centre Pompidou pour des travaux. Donc nous, le Studio 1316, on est le premier espace à être fermé, donc notre activité est maintenant en attente d'un déménagement et d'une réouverture à la Gaîté Lyrique. Donc, pardon, j'oublie que je partage mon écran. Le Studio 1316 est historiquement un espace qui est dédié à la rencontre entre l'art contemporain, la création contemporaine, les jeunes ados et les jeunes adultes. On met à disposition des outils, des ateliers de découverte et d'exploration de techniques artistiques, des techniques plastiques pour accompagner les adolescents à la création et l'épanouissement créatif et culturel. On a un espace qui est identifié, un espace qui est scénographié, un espace qui permet en fait de présenter ces différentes techniques, ces différents ateliers et expositions de manière variée, de manière plurielle. Donc là, vous voyez une partie de cet espace-là qui a été conçu par Mathieu Lehanner, qui l'a conçu comme un plateau télé, comme un plateau technique, comme un plateau qu'on peut varier, moduler et disposer à chaque nouvelle programmation, à chaque nouvel atelier proposé par des artistes. Il y a eu des dispositifs très spectaculaires, très inclusifs, dans lesquels en fait les écrans et l'audiovisuel peuvent prendre part à des échelles différentes. Là, vous voyez un projet où il était en fait ces écrans-là et ces divisions de vidéos prenaient part entièrement de l'espace. Il y a des différentes plutôt variées dans lesquelles on essaye de mettre le corps en mouvement et dans lesquelles on donne des outils qui, paradoxalement, sont des outils qui sont tout à fait mystérieux pour les adolescents et même pour nous, mais qui sont tout à fait maîtrisés. C'est-à-dire que via l'avènement des réseaux sociaux et l'avancée technologique des téléphones portables, l'outil de production audiovisuelle est un outil qui est maîtrisé. Néanmoins, il y a beaucoup de codes que les jeunes n'ont pas dans la construction et la fabrication d'une image. Et c'est ces codes-là, c'est ce petit pas de côté que nous, au Studio 1316, on essaye de, selon les programmations et selon les artistes, pouvoir leur donner, pouvoir leur mettre entre les mains. Là, notre programmation, enfin, je passe un peu vite
pour me focaliser sur la programmation numérique. On a une programmation numérique, on est le seul espace du Centre Pompidou à avoir une page Instagram indépendante, unique, dont elle a sa propre ligne éditoriale. Elle a un graphiste dédié qui crée du matériel audiovisuel uniquement dédié à cette page Instagram. Donc, en fait, programmation après programmation, on varie et on construit des outils pour présenter notre programmation. Donc là, ce que je vous montre sur Instagram, c'est chaque nouvelle programmation qui est une programmation trimestrielle, il y a une nouvelle identité graphique qui est créée et qui est formulée, qui est produite par l'atelier Muesli, qui est le graphiste attitré du studio 1316 pour cette production-là. Donc, vous voyez, à chaque nouvelle programmation, il y a une nouvelle identité graphique. Je vais essayer de vous montrer d'autres images de cette identité graphique. Donc là, c'est pour une exposition autour des rituels, comment les jeunes s'emparent de certains rituels dans leur quotidien. Celle que je vous ai montrée précédemment, c'était sur les traversées, les questions identitaires, comment les identités se construisent. Et ces documents et ces formations graphiques, pour nous, c'est une manière de valoriser la création contemporaine. C'est une commande qu'on passe, qu'on ne considère pas comme une pièce, comme une œuvre en tant que telle, mais comme un outil de médiation. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est cet outil de médiation qui peut devenir la vidéo. Attendez un instant. C'est cet outil de médiation qui est la vidéo et l'audiovisuel, nous servent non seulement pour communiquer, mais pour transmettre un message, pour transmettre une technique, pour faire expérimenter. On a pu expérimenter avec Benoît Labordette, par exemple, dans un atelier qu'on a fait avec les adolescents, un atelier de création d'un film en passant uniquement à travers des outils d'intelligence artificielle. Depuis le scénario, la création de l'image et presque le montage également. Dans notre programmation numérique et plus particulièrement sur Instagram, il y a aussi des commandes audiovisuelles qu'on passe à des artistes pour une diffusion uniquement et exclusivement sur notre page Instagram. Cette commande qu'on passe aux artistes peut prendre la forme d'une illustration ou peut prendre la forme de vidéos de danse qu'ils fabriquent eux-mêmes. Soit des vidéos de danse, soit des talks. En fait, on prend tout à fait les codes des réseaux sociaux pour pouvoir créer ces outils audiovisuels. Ce qu'on a observé en fait au niveau de l'adolescence dans les codes audiovisuels, c'est que peu importe ce qu'on fasse, on est déjà en retard. Là, au début du studio 1316, notre présence sur Facebook, on savait en fait que de la création de notre présence sur Facebook, on était déjà un pas en arrière par rapport aux outils que la jeunesse utilise et la manière dont ils ont de consommer une ressource vidéo. Par exemple, Maud, tout à l'heure, vous disiez qu'il était important de montrer le temps de durée d'une vidéo. Ça, c'est tout à fait aussi un outil qui est présent sur les réseaux sociaux, dans lequel il est important de savoir quel est le temps d'engagement qu'on va produire et qu'on va faire. Nous, ici au studio, ce temps d'engagement, il est inhérent dans la manière dont on construit nos ateliers, la manière dont on construit les différentes propositions techniques qu'on offre aux jeunes, c'est-à-dire c'est ce rapport du choix. C'est le rapport du choix de pouvoir choisir quelle temporalité ils vont accorder, soit à l'observation d'une pièce audiovisuelle,
soit à la création, à la participation d'un atelier de création audiovisuelle. C'est-à-dire que s'ils veulent, et je pense que Benoît en a fait l'expérience, s'ils veulent dédier 5 minutes, ils ont la possibilité. S'ils veulent dédier 2-3 heures, ils ont également la possibilité. Et les ateliers, la manière dont on construit les ateliers, c'est une médiation circulaire qui permet en fait ce va-et-vient entre les publics. Au-delà en fait de ces programmations culturelles avec des ateliers, avec des artistes qui parfois sont présents, parfois ne sont pas présents pour pouvoir construire ces pièces audiovisuelles, notre espace est aussi un espace ressource dans lequel on donne et on prête ces outils de création audiovisuelle aux jeunes pour les accompagner dans la création de leur propre projet. Donc en fait, ici au studio, on va retrouver un studio photographique, un fond photo avec différents fonds, différentes couleurs, le fond vert, le fond bleu, des outils caméra haut niveau qui sont là toujours en libre accès, sans réservation, gratuitement, qu'on prête, qu'on donne entre les mains de ces jeunes-là pour pouvoir les accompagner dans la production de leurs outils. Donc, on a une série de caméras dont ils ont accès pour pouvoir composer leurs pièces et l'équipe de médiation du studio ont aussi cette expertise-là de pouvoir les conseiller, de pouvoir les accompagner dans la création, même soit dans la découverte des outils des caméras, soit dans, on va dire, la post-prod, dans le montage, puisqu'on a aussi tout un pôle numérique dans lesquels on donne accès à tous ces différents logiciels de montage et de production audiovisuelle, soit de la production de audio uniquement, soit de la production vidéo uniquement. Ils ont cet accès-là, ils ont cette ressource matérielle et numérique à disposition au Studio 1316. Et ça, c'est un point fort de l'engagement du Centre Pompidou dans cet accompagnement de la création, c'est cette gratuité, cette accessibilité-là et cet accompagnement-là, soit par le prisme d'un artiste et donc par la manière de faire d'un artiste. Je pense que tout artiste et tout créatif audiovisuel, enfin tout court, tout créatif, a sa propre technique et cette variété de techniques, c'est celle qu'on essaye de montrer aux jeunes, soit par la présence de l'artiste, soit en autonomie, soit dans l'accompagnement de leur propre projet. Une autre dimension qu'on voit aussi dans l'usage dans des ateliers, des écrans ou des outils audiovisuels, c'est que en fait, dans ce rapport de retard et du coup le périssement technologique qui aujourd'hui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus présent, on voit au contraire un retour ou une volonté des jeunes de retourner vers des outils très plastiques, très manuels. Un délaissement en fait d'un outil numérique qui est omniprésent dans leur quotidien, dans notre quotidien, pas que le leur, et donc par opposition à toute la technologie qu'ils peuvent avoir à travers leur téléphone, de se filmer, de se mettre en valeur, de diffuser aussi leurs images. Dans notre espace, il y a un retournement vers une pratique plus manuelle et des techniques manuelles lentes. On observe un réel intérêt en fait sur ce retournement de cet outil manuel lente et nous aussi de nous adapter par rapport à ça, d'adapter comment on montre, comment on diffuse, comment on s'adapte à leur langage audiovisuel. Une autre partie également très importante de ce langage audiovisuel, notre réseau social Instagram conditionne également la typologie de public qu'on peut accueillir. C'est-à-dire que il y a 10 ans, enfin il y a 15 ans maintenant à la création du studio, le réseau social des jeunes, c'était Facebook. Aujourd'hui, ce réseau social a augmenté, donc la tranche d'âge qu'utilise Facebook et qui s'informe à travers Facebook a augmenté. Donc ça a provoqué notre basculement sur Instagram. Aujourd'hui, on voit que la tranche d'âge qui s'informe et qui consomme le contenu d'Instagram a également augmenté, d'où l'augmentation aussi de notre tranche d'âge d'accueil, ou d'être un espace d'accueil pour les 13 à 16 ans. Aujourd'hui, on est un espace d'accueil pour les 13 à 21, 22, 23 ans, en restant volontairement ambigu sur cet âge de fin, puisque les besoins créatifs
des jeunes augmente également, et on est là aussi pour les accueillir. Aujourd'hui, on sait que une autre tranche d'âge qui s'informe est via TikTok. Et via TikTok, en fait, la manière et la production audiovisuelle est entièrement rebasculée. Là où sur Instagram, la création et le cahier de charges qu'on donnait aux artistes pour la création d'un contenu audiovisuel était très optimal, c'est-à-dire une qualité d'image, une qualité de plan, une qualité de montage, une qualité de son. Tous ces codes-là très techniques de la création audiovisuelle est entièrement rebasculé sur TikTok. Où là, pour le coup, le contenu qui est valorisé par l'algorithme de la plateforme est plutôt un contenu non seulement en utilisant les outils natifs de l'application, donc toute production faite en extérieur est moins valorisée. Toute image très qualitative, très surproduite n'est pas valorisée par l'algorithme et même par les jeunes. Et donc, en fait, c'est plutôt une image spontanée qui est faite d'erreurs, qui est faite d'imprécisions avec des qualités d'image variables, des mouvements variables, comme si on sortait notre téléphone de la poche et qu'on commençait à filmer. Ça, ce contenu est de plus en plus valorisé. Et non seulement il est de plus en plus valorisé, mais il se caractérise également par le déclenchement de la venue et du déplacement de cette tranche d'âge-là. Là où le bouche à oreille, là où l'information via le réseau scolaire, via le réseau parental, ne déclenche pas forcément le déplacement des jeunes, une vidéo TikTok, il déclenche ce déplacement. Et ça, on a pu l'observer très pragmatiquement au Studio 1316, c'est-à-dire qu'une vidéo qui a été publiée sur la page TikTok du Centre Pompidou a fait un buzz, plus de 800 000 vues en quelques semaines. On est passé du jour au lendemain d'une fréquentation de 60 jeunes par après-midi, qui est une fréquentation sportive, stable, oui, à du jour au lendemain 120, 130 jeunes par après-midi. Donc en fait, cet outil audiovisuel peut être déclencheur et peut être moteur d'un déplacement. Là, la réflexion que nous, au Studio 1316, aujourd'hui, on se pose, c'est pourquoi faire? Pourquoi basculer sur TikTok? Puisque nous, on n'est pas dans ce côté créateur de contenu, notre volonté, c'est d'en faire un outil de médiation. D'en faire un outil de médiation qui ne soit pas un repoussoir pour les jeunes, qui n'ait pas l'impression qu'on leur donne un savoir. Et donc, c'est vraiment une réflexion sur laquelle on n'a pas de réponse, c'est une réflexion qui est en continuité. Quel est le rôle d'une institution culturelle dans un réseau social? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on montre? Et surtout, sur cette tranche d'âge-là, qui est l'adolescence, comment on leur parle? Quels sont les codes? Quel est le langage? Quelle est l'image? Et surtout, pourquoi faire? Là, au Centre Pompidou, on a une direction de la communication qui est très forte et son rôle est de déclencher la venue. Nous, à la direction des publics et au service de la médiation culturelle, ce n'est pas notre rôle en fait de déclencher cette venue-là. Ce n'est pas notre rôle d'augmenter la capacité d'accueil de nos espaces. Notre rôle est celui d'être l'intermédiaire entre la création et notre public. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les outils qu'on peut créer dans une présence sur les réseaux sociaux ou l'audiovisuel. Et cette frontière-là entre la communication et l'effet de com et la médiation est très fine. Et ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes codes. Et cette réflexion-là, on essaye de l'apporter aujourd'hui, d'autant plus notre arrivée à la Gaîté Lyrique dans un lieu historiquement identifié comme un épicentre numérique, qu'aujourd'hui, en fait, on sait que le changement de direction fait qu'il y a un changement de ligne éditoriale, mais néanmoins, cette question-là se pose.
ce sera ta conclusion, pardon, Junior, ce sera ta Oui, conclusion, ça la marche. Gaieté Lyrique. Vas-y, finis ta phrase, pardon, hein, je veux pas te… Non, non, mais c'était ça, en fait. C'est pour vous dire qu'en fait, cette réflexion-là de la création du contenu audiovisuel sur les réseaux sociaux se pose. Pourquoi faire et comment la faire et quel est le rôle de l'institution dans l'institution là-dedans. Ouais, Grand merci, c'était passionnant intéressant. aussi vraiment à un autre endroit Mm. et vraiment à l'endroit de changement anthropologique, hein, entre la relation entre les auteurs et les spectateurs, la place des uns et des autres et du coup même les processus d'organisation, qui fait quoi au sein même d'une institution. C'est vraiment comment cet audiovisuel fait lien aussi, hein, donc vraiment c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Junior. Je sais que tu dois nous quitter pour des questions d'architecte Je dois vous urgentes. quitter. Voilà. Néanmoins, je suis curieux de pouvoir répondre aux questions qui peuvent survenir. Au cas où, Benoît, tu pourrais donner mon contact si vous Ok. voulez, si vous avez envie de plus d'informations et si vous voulez poser des questions, je suis à disposition pour vous répondre. Merci à D'accord. tous et je m'excuse de devoir Merci. partir. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée à Merci, tous. Junior. Mais il y a un vrai Merci. hiatus quand même. Voilà. En tout cas, Oui. Oui. il y a un vrai Alors, hiatus entre voilà, la communication et l'art, hein, ou voilà, qu'est-ce que le musée, enfin, qu'est-ce que le Centre Pompidou, en effet, veut mettre en avant? Est-ce qu'il veut Ouais. uniquement communiquer pour faire venir de nouveaux visiteurs ou est-ce qu'il veut proposer une plateforme artistique? Enfin, c'est des questions. D'où le fait qu'on ait en fait une page Instagram justement Oui, qui est différente à celle oui, du centre, où là pour le coup en fait la l'intention. communication et même le temps en fait c'est un temps très institutionnel. Là pour le coup c'est l'institution qui s'exprime en sachant qu'il y a un volume d'informations de l'institution, d'autant plus au Centre Pompidou qui est gigantesque. Nous, le fait d'avoir une page, on va dire, alternative et adjacente, c'est un lien beaucoup plus proche, beaucoup plus direct et du coup plus indépendant. Mais cette indépendance a également un coût, cette indépendance a également une charge humaine et aussi des compétences qui doivent être mises en place. Ouais, c'est très intéressant. Merci. Je vous souhaite tous bonne merci journée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Alors maintenant, à toi, Edith Joseph, sur une dimension peut-être plus directement ethnologique. À toi. Oui, alors on va retrouver beaucoup de choses qu'on a déjà entendues, mais heureusement, ça veut dire que quelque part, ça s'appelle la convergence intellectuelle et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je voulais plus vous parler de faits, de ce qu'on… Pour commencer, en fait, qu'est-ce que dans les expositions qu'on fait, qui sont des expositions d'anthropologie sociale, d'ethnologie, qui parlent de culture des autres, de la nôtre, au démarrage, on s'attend, qui dit anthropologie, qui dit ethnographie, dit immédiatement culture matérielle, donc objet. Ce qui n'est pas nécessairement juste. Je parle pour les choses qui sont mises le plus en avant. Le travail qu'on a essayé de faire pour l'abbaye et à l'abbaye depuis plusieurs années, c'est aussi cette idée d'avoir ce rapport à l'anthropologie qui est l'occasion en fait de restituer un propos, une recherche ou une synthèse du sujet, et que quand on entre dans le champ de l'expographie, de la muséographie, se mêle à ça en fait une notion de transmission à différents types de publics, comme ça a été dit, qu'on met dans différents types de postures, qu'on rend plus ou moins actifs de l'acquisition de connaissances ou d'un aspect purement créatif, ludique. Et en ce sens, le médium audiovisuel devient pour l'anthropologie et l'ethnographie quelque chose de plus émotionnel, dans la mesure où en fait il crée de l'empathie. Voilà pour l'introduction que j'espère pas trop verbeuse, mais c'est un peu pour situer les choses. Donc là-dedans, on s'intéresse non pas… je vais vous donner plusieurs catégories d'exemples. Bien sûr, je ne serai pas du tout exhaustive ce matin,
Mais la Edith, première pardon, des... excuse-moi Edith, on est toujours sur ta première image, c'est normal, hein? Oui, c'est normal. Très bien, très bien. Je voulais me Je peux préoccuper le juste de faire ça, baisser, pardon. regarde, ça bouge. Donc voilà, l'idée d'avoir comme support, disons qu'il y a eu beaucoup de, je pense des fois, dans les années 2000, on a eu beaucoup envie de mettre de l'audiovisuel. Alors là, c'est sûr que par rapport à Junior, je vais avoir l'air d'un vieux truc qui sort des années 90, parce qu'on comprend bien qu'on n'a pas les mêmes prérogatives, enfin même les mêmes visions. Mais moi, j'ai noté qu'à un moment, on voulait vraiment du tout numérique. Quand le numérique, quand l'audiovisuel est arrivé, on voulait du tout numérique, du tout audiovisuel. Moi, j'ai des collègues qui me disent toujours, on n'est pas obligé de partir d'un sujet, on peut partir aussi de l'envie de faire toute une expo avec des manips ou toute une expo avec des films. Moi, je dis attention, danger, parce qu'on est là quand même pour amener du sens. Et de fait, ces outils-là sont au service d'un propos et d'une transmission et d'un désir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des données qui sont transmettables aux visiteurs ou qu'on retranscrit aux visiteurs en utilisant ce médium que va être le son, l'image fixe, l'image animée, le film. Donc, premier exemple que je voulais vous soumettre, c'est une pratique qu'on a développée depuis plusieurs années, c'est-à-dire, c'est ce que vous voyez à l'image. Là, on est dans l'exposition Amour, récit d'Orient et d'Occident, qui parlait en fait un peu de tout ce qu'on a comme idée reçue et refaire un peu le point aussi sur ce qui nous vient de l'Orient par rapport aux sentiments amoureux et à cette image, ce récit un peu fictionnel qu'on va avoir, qui nous vient du monde arabo-musulman du XIe siècle. Mais tout ça, vous allez me dire, il faut le rendre très concret pour les visiteurs d'aujourd'hui. Et une chose qu'on aime bien faire à la fin, alors on soigne beaucoup nos entrées d'expo, mais on soigne beaucoup nos sorties. Et on aime bien avoir des dispositifs dans nos sorties qui permettent aussi de pouvoir, le visiteur va nous quitter et on veut pouvoir qu'il puisse déposer une trace, s'exprimer d'une manière ou d'une autre pour nous donner son impression sur l'exposition. Et littéralement, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte aussi que cette manière de procéder pouvait réellement être aussi pourvoyeur d'un contenu pour le visiteur suivant. C'est une démarche tout à fait anthropologique, même si pour le coup, elle se veut très quasiment ludique. Et en plus, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit attirant, parce qu'encore une fois, on est dans une histoire d'empathie avec le visiteur. Mais c'est une façon pour le visiteur aussi de laisser son témoignage, de laisser une trace pour celui qui va le suivre. C'est une idée de transmission qui va se faire au-delà de ce que nous-mêmes on a produit, mais qui va bien se faire entre visiteurs. Donc le confident, pour parler de quelque chose qui se passait par les oreilles, le confident, c'était un principe à la fin de cette exposition où vous aviez un téléphone et à la manière de cette... mon Dieu, les références sont vraiment anciennes, mais à la manière de cette très, très jolie chanson qui s'appelle « Message personnel », pour les plus vieux d'entre vous, on a souhaité filer la métaphore d'un message qu'on laisse sur répondeur. Je rejoins aussi en cela Junior, dans la mesure où on constate aussi que ce n'est pas l'outil ultra technologique qui va forcément capter l'émotion du visiteur, mais bien des choses qui ont des référents intergénérationnels où les familles, qui sont notre public principal, peuvent échanger, se transmettre. Le plus jeune découvre, il est dans l'excitation de la découverte. Le plus grand transmet et il est dans l'émotion aussi d'une certaine nostalgie, transmission. Voilà. Donc ces téléphones, c'était tout simplement laisser un message sur le répondeur, une confidence en lien avec des histoires d'amour, sa vision de l'amour, qu'est-ce qu'a provoqué chez nous ce parcours, parce qu'on fait vivre des expériences à la fois physiques et psychiques aux visiteurs et qu'on a envie qu'ils puissent s'en séparer. Donc, on avait ce confident où on enregistre les messages. Et ensuite, eh bien, on a ce système où, par la cornette, on peut écouter les murmures du mur, c'est-à-dire les messages des précédents visiteurs avant ou après avoir enregistré le sien pour avoir un réel moment, au-delà de ceux qui ont conçu l'exposition, un moment privilégié d'une relation entre les visiteurs qui nous échappe un peu, mais qui crée quelque chose de dynamique.
L'un des tout premiers que moi j'ai pu faire en arrivant ici, c'est l'intimaton. C'est pas on est là, on est à fleur de peau, c'est-à-dire que la relation à la peau. Que dit nos relations sociales dans notre relation, que dit notre relation à la peau de nos relations sociales, pareil, d'une manière interculturelle. Mais on avait un moment où on se pose aussi, je pense que c'est important, vous allez le croiser souvent chez nous, on a vraiment un choix sur le local et le global, c'est-à-dire comment on arrive à être dans l'ici et maintenant, être dans des référents que les gens connaissent, que nos visiteurs connaissent, pour finalement leur montrer, essayer de leur faire valoir en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas de leur apprendre la vérité, mon Dieu, la vérité est un vaste champ et on ne revendique pas l'avoir, mais en tout cas leur faire augurer qu'il y a des pratiques qui peuvent être similaires à la nôtre, il y a des pratiques qui peuvent comprendre au-delà des frontières et du temps d'ailleurs. Donc, parenthèse fermée, l'intimaton, le principe, c'est une trace, une histoire. Vous aviez réellement, à la manière d'un photomaton, la possibilité de vous isoler dans une cabine et par un système très simple. Je reviens aussi sur le fait que nous, on n'a jamais eu spécifiquement, et ça c'est peut-être important pour le côté le faire dont parlait Maud, on n'a jamais eu spécifiquement de budget alloué pour de l'audiovisuel ou des dispositifs sonores ou multimédia. Donc, en fait, il a fallu ruser. Toutes les installations que vous voyez là, elles sont faites avec de la technologie low cost. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un terme consacré pour ça, de la low tech. C'est tout des trucs et astuces, du bidouillage, comme quoi on n'a pas besoin non plus. Enfin, il faut garder, il faut être positif dans la mesure où si on a envie de. On peut adapter ces techniques aux moyens qu'on a pour transcrire l'intention et l'envie d'interaction qu'on a dans une exposition. Donc l'intimaton, c'était une petite caméra GoPro qui faisait une fixe qui permettait aux visiteurs de faire des photos de son corps, de l'endroit de son corps qu'il voulait, de la marque, de la trace qu'il voulait. Ensuite, il avait un clavier avec une interface d'ordinateur tout à fait normale où il pouvait laisser un message. Et l'image et le message se mettaient via une petite application qui tournait. Comme vous le voyez, à l'extérieur du photomaton, bien sûr, après une modération, on a 24 heures de modération et c'est nous, l'équipe, qui faisons la modération pour vérifier qu'on n'ait pas trop de caquettes ou de fesses sur les images, ce qui n'est pas très intéressant pour le contenu, c'est pas de la censure, mais bon, après, voilà. En fait, on n'en a pas eu et à contrario, on a eu vraiment, comment dirais-je, un déferlement de témoignages, de sentiments que les gens voulaient partager avec les autres visiteurs sous le couvert de comment ça s'appelle, de l'anonymat, puisqu'en fait toutes ces photos sont anonymes et les commentaires le sont aussi. Et on a vraiment eu des tranches de vie parfois ludiques et drôles, mais parfois extrêmement émotionnelles, comme le tatouage d'une mère de son fils qui a été assassiné, les dessins de femmes qui ont connu des cancers du sein, enfin voilà, après des choses plus drôles, je me suis fait tatouer après avoir été bourrée, ce qui est très courant en Bretagne, n'est-ce pas? Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, ça crée des interactions, encore une fois, qui vont au-delà de nous, qui ne demandent pas des moyens techniques très importants. Et en plus, là, on n'a rien pu en faire, qui intéresse aussi les scientifiques dans la mesure où, suite à cette expérience, on a eu des sociologues qui sont revenus vers nous parce qu'ils auraient bien voulu exploiter les données, ce qui n'est absolument pas possible, ce qui est la limite de l'exercice, puisque ce n'est pas une étude scientifique et qu'on ne peut pas se permettre de donner des données personnel, bien que toutes les images et tous les sons que vous voyez à chaque fois, il y a la possibilité de rentrer son adresse pour récupérer le contenu qu'on a produit. Je vais très vite parce que je vois que l'heure tourne. Donc là, c'est un truc assez classique qu'on a déjà vu chez les autres participants. C'est le principe de faire un selfie avec un téléphone portable pour donner ces trucs et astuces de séduction. Voilà, et ça apparaît aussi sur l'écran après. C'est quoi? On a vu, alors on est dans un truc très intellectuel autour, on parle de textes, de poèmes arabo-musulmans du XIe siècle, de trucs très de l'ordre de la charnalité, de la séduction. Et du coup, paf, ben non, nos visiteurs, lui, quel est son truc et astuce pour séduire sa dulcinée ou son amoureux?
Une autre façon de faire aussi de transmission sur laquelle on se sert beaucoup de l'audiovisuel, ça va être pour tout ce qui est témoignage. Là, on est plutôt de l'ordre de la restitution. C'est-à-dire qu'au-delà du champ scientifique qu'on peut apporter à l'exposition, il y a aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup dans les musées de société, comment finalement on a travaillé sur le sujet avec la société civile, avec des gens qui ont un rapport avec le sujet. Là, en l'occurrence, on est dans la fleur de peau et toutes les personnes qui sont sur le carrousel que vous voyez ont une activité en rapport avec la peau, qu'on soit thanatopracteur, qu'on soit dermatologue, qu'on soit esthéticienne, voilà. Et l'idée, c'est aussi de faire la restitution par l'image fixe et par le son de ce que ces gens-là à nous transmettre et de la façon la plus directe possible entre le visiteur et ces personnes, c'est-à-dire en témoignage direct. Mais j'accélère. Une autre façon de faire du témoignage direct et qui est aussi de l'ordre de… Là, qui est encore plus une restitution parce que là, on était dans l'exposition Liberté, Égalité, Diversité qui traitait d'un sujet délicat, comment la France une et indivisible a en son sein de la diversité. Et pour ça, on a travaillé avec un ethnologue qui s'était allié lui-même avec un ingénieur de son pour aller collecter des témoignages sur différentes catégories de ce qu'on pourrait appeler la définition de l'identité, qui reste quand même un champ très vaste et très protéiforme. Et de fait, l'idée, c'était pas de s'intéresser, comme dans l'exemple d'avant, au visage des gens, parce que c'était pas ce qui nous intéressait, mais bien à des objets culturels qui les caractérisent. Et l'intérêt, c'était pas de stigmatiser par les traits, ou le risque de stigmatisation, mais bien de s'approprier soi-même en tant que visiteur l'image d'une personne au travers des objets et du témoignage qui nous livre. Mais j'accélère. Donc voilà l'installation, l'idée aussi. Moi, j'aurais voulu beaucoup reparler de posture, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais l'intentionnalité, pour nous, elle est quand même très importante et je pense que pour la plupart d'entre nous, ici, aujourd'hui, elle l'est aussi. C'est est-ce que c'est quelque chose de collectif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on découvre de manière singulière? Comme le disait Maud tout à l'heure, quand on fait une écoute au casque, c'est pas anodin, c'est toujours pensé dans l'idée d'avoir une écoute privilégiée. Quand c'est plutôt quelque chose de collectif, comme les cornettes, mais très bas, c'est aussi l'idée d'apper un groupe. Enfin, chaque posture est pensée en fonction de l'intention de départ, sachant qu'on adaptera la technique à cette intention et pas l'inverse dans l'idée de produire du sens pour le visiteur. Et aussi, et là c'est un exemple intéressant, pour les personnes ayant participé à l'élaboration de l'exposition. Alors, aujourd'hui, c'est la mode de parler de projets participatifs. Moi, je n'irai pas dire qu'on a fait des projets participatifs. Je dis que dans certains éléments de contenu, comme ici, on interrogeait comment traiter de la question de ce que c'est les valeurs de la République, entre guillemets. On a été, pendant un an, une classe de collégiens d'Aoulas a travaillé sur cette notion, qu'est-ce que eux, ça leur évoque cette première civilité qu'est l'école. Au-delà de quand on quitte la sphère familiale, comment l'école est un premier lieu de sociabilisation et un lieu où on exerce, où on comprend les contours et les limites de ce que c'est d'être une personne qui fait preuve de civilité. Et donc, la restitution, c'était un écran en mode l'Académie des Neufs, où les enfants s'interjectaient au travers de différentes cases, sachant que le son sortait certes en mono-écouteur, mais il y avait un jeu comme ça où un groupe de personnes pouvait quand même écouter ce que ces jeunes personnes, ces jeunes citoyens pouvaient s'objecter l'un à l'autre. Et on a eu, pour ça, ils ont été aussi très prescripteurs de visite, puisque c'est ce qui a fait sens aussi pour les visiteurs scolaires, pour faire venir les visiteurs scolaires. Ouais. Plus récemment, dans une exposition que les Bretons qui sont dans la salle pourront avoir probablement vu ou à Daoulas ou au musée de Bretagne, c'est d'en mourir. Alors là, on est plutôt dans l'introduction. Tout à l'heure, on parlait de soigner les introductions.
Alors, on essaye de soigner les introductions, notamment par ce dispositif qu'on a eu pour Mourir, quelle histoire, où cette question délicate du rapport à la mort, finalement, on n'a pas voulu la traiter, nous, en tant qu'institution, on a voulu laisser la parole à deux types de personnes qui, sociologiquement, sont souvent apparentées à des personnes pour qui le sujet est tabou, à savoir les très jeunes enfants. Là, pour le coup, c'est des enfants de maternelle, et des personnes très âgées. Et vous avez des aînés ruraux ou des gens de l'EHPAD, à qui on a posé la question de qu'est-ce qu'il y a après la vie pour vous. Et littéralement, ce sont eux. Alors, j'insiste aussi sur des choses qu'on a déjà évoquées. On est dans des temps courts, on est debout, on prend soin de la fatigabilité du visiteur, on est dans un espace d'accueil. Donc, il faut que l'échange soit dynamique, il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit… nous, souvent, on fait des sas introductifs d'immersion. L'immersion, elle peut prendre plein de formes. L'année prochaine, on aura une immersion où on aura des projections all-over tout autour de la pièce. Ici, l'idée, c'était pas ça. C'était d'interroger des personnes très âgées ou des personnes très jeunes pour que le visiteur, peut-être échappe lui-même à sa propre angoisse par rapport au sujet, en voyant des personnes dont on dirait, en termes sociétal, qu'ils seraient tabous, qu'ils auraient le sujet tabou, ne l'ont pas, et voire même sont parfois assez drôles et assez étonnants dans leur réaction, ce qui permet de dédramatiser le sujet avant d'entrer dans l'exposition, et qui plus est d'avoir une relation directe avec, encore une fois, des témoins qui sont importants pour nous. Je vais encore plus vite. Il y a un autre type d'intervention. Fais ta conclusion, comme il est 10h20. Pardon. Si tu peux conclure. Non, mais c'est très bien. Merci. Voilà, on a des intervenants qu'on a déjà vus, que sont les scientifiques. Donc, un peu comme Maud, on aime bien avoir des scientifiques qui interviennent. Alors là, pour Liberté, Égalité, Diversité, ils accueillaient le public dans chaque espace et c'est eux qui leur expliquaient la problématique de l'expo. Dans Mourir, quelle histoire, l'idée, on a fait du film d'animation parce que l'idée, c'était d'interroger nos spécialistes qui avaient été conseillers scientifiques et qui sont issus d'horizons de sciences humaines très différents, et de montrer aux visiteurs que si ce n'était pas évident pour eux, ce n'était pas évident non plus pour les spécialistes, et grâce à ce petit film d'animation, ils pouvaient l'exprimer. Enfin, le son, comment on utilise du son. Des fois, on a affaire qu'au son, et c'est une volonté, une intentionnalité forte. Là, on est dans Amour, récit d'Orient d'Occident, on est dans des poufs, on est dans un rapport très sensuel et charnel au texte, et donc du coup, on est sensuel et charnel avec ses oreilles. Là, on est dans des récits de contes, donc on est confronté, on est en vis-à-vis avec une image et un conte, comme si l'image nous racontait l'histoire. Les téléphones de l'au-delà qui ont énormément de succès, c'est vous appelez un mort, littéralement, célèbre. Donc, merci les archives de l'INA qui nous ont permis, toujours avec un vieux système que les moins de 30 ans ne connaissent absolument pas, faire des numéros, composer un numéro de téléphone. On ne t'entend plus, Edith. Ah. Mais si, on entend. Oui, et enfin, pour nous, c'est bon, a priori, Benoît. Ouais. D'accord. Nous, on entend bien. Pour conclure, un classique, le jeu qu'on va utiliser en multimédia. Le jeu est sur multimédia quand il y a une raison pour laquelle il le soit. On fait beaucoup de manip mécanique aussi, mais on utilise le multimédia pour certains jeux. Là, on reproduisait, même si ça ne se voit pas à l'écran, l'idée de la borne d'arcade où on était plusieurs. Là, c'est aussi une idée de partager à plusieurs un jeu où là, on peut avoir 5-6 personnes qui jouent en même temps pour parler des épices, du commerce des épices au XVIe siècle. Voilà, ma conclusion, c'est que qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est-à-dire l'audiovisuel est avant tout un médium, un outil pour permettre de produire du contenu qui a du sens pour le visiteur, qui lui permet d'être actif dans sa visite, qui lui permet qui nous permet de retranscrire un propos sur lequel on aura travaillé, c'est le principe de restitution. Tout ça avec des moyens qui ne sont pas forcément très importants, mais en ayant beaucoup d'imagination et en s'entourant aussi de prestataires ou de partenaires qui en ont envie. C'est aussi la contribution technologique peut être aussi liée à du mécénat de compétences et pas seulement à des prestataires. Eh bien, on arrive à faire des choses qui produisent du sens, j'espère, pour tout un chacun. Voilà, désolé Benoît.
Merci. Non, mais merci beaucoup, Edith. C'était passionnant et tellement complémentaire et inspirant. Et on va voir si on peut avoir, il nous reste pas beaucoup de temps, mais un petit peu d'échanges et de questions. Et c'est vrai qu'on sent à quel point l'audiovisuel aujourd'hui est au carrefour entre la transmission, bien sûr, mais aussi la collecte, et puis l'engagement et la participation. Donc, c'est vraiment à la croisée de tout ça, de façon même très forte, en fait, hein, et même plus forte que ce que j'imaginais. Donc, merci pour tout ça. Maud, tu veux dire quelque chose? Oui, déjà, je trouve que les problématiques que vous proposez sont passionnantes, hein, et enfin, voilà, ne peuvent se raconter que, enfin, particulièrement grâce à des histoires, hein. Parce que Mm. parler de la mort, parler de l'amour, et ce sont des thématiques qui sont... les gens arrivent avec leurs émotions, leurs affects, et quand vous parlez, Edith, qu'à l'entrée, vous voulez que la première entrée, je dirais l'entrée en matière, hein, soit suffisamment confortable pour que les gens puissent laisser de côté, pas laisser de côté, mais en tout cas, ils arrivent avec leur peine, leur chagrin. Comment ils vont appréhender quelque chose? Je trouve que c'est extrêmement important de prendre en compte les émotions dès l'entrée des visiteurs qui arrivent avec leur peine. Sur l'expo cancer, quand on rentrait dans l'expo cancer, hein, je dirais que ça rejoint le travail que vous avez fait. Je m'étais dit, il faut qu'on présente le cancer, mais de façon beaucoup plus universelle. Et donc, l'idée, c'était de présenter que le cancer, il existait depuis 500 millions d'années. Tout ça en audiovisuel sur un grand crabe projeté, et montrer que c'était dans la nature, que c'était en dehors de nous, et que ça faisait partie, au même titre que l'évolution darwinienne, du processus darwinien. Et je trouve qu'on rejoint des problématiques de confort, hein, qui sont des conforts. Avant, on s'intéressait beaucoup au confort cognitif, qui est extrêmement important pour moi, de savoir où on va mettre un panneau pour que les gens se repèrent facilement et ne soient pas perdus dans le sens de ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux. Et je pense qu'on a des préoccupations qui sont similaires, de penser, voilà, l'intériorité des visiteurs, hein. Et je trouve que c'est beau que d'une grande institution à une institution en Bretagne. Malheureusement, je l'ai bien noté. Serge m'en avait parlé, mais en fait, je ne suis jamais venue voir, mais voilà, je trouve que c'est magnifique. Merci. Ouais, merci. Ouais. Est-ce que on a plus beaucoup de temps, mais est-ce que dans les personnes qui ont écouté et regardé ces présentations, est-ce qu'il y a des envies de questions ou d'échanges ou de discussions dans les 5 petites minutes qui nous restent? En tout cas, enfin, le temps que vous prépariez vos questions, vraiment, vraiment grand merci. Cette idée que ce soit inspirant, ça l'a été, et sur beaucoup de plans. Donc vraiment, merci à toutes les deux, et puis à Junior aussi qui a dû partir. Grand merci. Est-ce que François, ça bouge ou pas plus que ça, mais c'est bien. Alors, je vois pas de main levée, mais n'hésitez pas à prendre directement la parole. Ah, voilà. On a une question de Charles-Julie Azam. Vous pouvez directement la poser. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aurais une petite question sur le cadre juridique quand vous faites comme ça de la captation de textes, de photographies, de témoignages dans le cadre de l'exposition. Quel enjeu juridique protège, entre guillemets, ces données? Vous expliquez que vous ne pouviez pas les communiquer, même dans le cadre d'études sociologiques. Comment ça s'organise? Alors déjà, on est en circuit fermé, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, à part l'adresse mail, les visiteurs, quelle que soit l'installation, rentrent leur adresse mail pour récupérer ce qu'ils viennent d'enregistrer. Et ensuite, il n'y a zéro diffusion. C'est en aucun cas relié à des réseaux sociaux ou à notre site web. Les données sont malheureusement, et c'est ce qui a désespéré les sociologues, détruites à l'issue de chaque exposition. Parce qu'on n'a pas le droit de les garder, c'est complètement illégal. Sinon, ça voudrait dire qu'il aurait fallu collecter toutes les coordonnées de toutes les personnes qui ont fait des enregistrements et de leur envoyer chacun un mail pour leur demander pour récupérer un... Alors, pour les témoignages, par exemple, c'est un travail qu'on fait de façon... Parce que moi, je suis anthropologue social de formation, et quand on fait des enquêtes de terrain, évidemment qu'on a toute une batterie de demandes d'autorisation papier en lien avec le droit à l'image, le droit à la représentation, qu'on fait signer aux personnes qui témoignent.
et avec une délimitation, parce que ce qui n'est pas défini dans la loi n'est pas... Enfin, ce qui n'est pas défini n'est pas légal, avec des délimitations très précises d'usage des images, des sons et des enregistrements. Oui, on a une nouvelle question. N'hésitez pas à mettre votre portrait, comme ça on vous voit. Alors, c'est de Zarini D, le nom qui s'affiche à l'écran, donc vous pouvez y aller. Ah, le micro semble coupé. On ne vous entend pas. Non, malheureusement, Non, on ne vous toujours entend pas. Micro. Non, Non, ouais, le micro ne marche pas. Alors, si jamais, vous pouvez peut-être la poser l'écrire dans l'espace conversation au cas où. Et en attendant, si quelqu'un a une autre question. Parce que le micro ne fonctionne pas. On ne vous entend pas. Peut-être l'écrire dans la conversation. Oui. Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a une autre question? En fait, on ne vous a pas entendu du tout. Du tout. On n'a pas entendu un mot de ce que vous avez dit, en fait. On vous a vu parler, mais on n'est pas assez bien équipé. Non, on ne vous entend toujours pas. Et vous pouvez sinon écrire dans le message. Votre micro est ouvert, en fait, dans l'application, mais par contre, il doit y avoir un truc ailleurs, parce qu'on ne vous entend pas du tout, là. Malheureux. Peut-être débrancher votre micro? Ouais, là, on vous entend vraiment pas. Ouais, désolé, mais moi, je sais pas lire sur les lèvres, donc là, non, toujours pas. Bon. Alors, si vous arrivez à synthétiser votre question peut-être via le chat, on peut essayer d'y répondre comme cela. Et sinon, voilà, si quelqu'un a une question autre, Voilà, sinon vous nous écrivez et comme ça on transmettra, voilà, vous écrivez à la FEMS et on transmettra votre question parce que là on vous entend pas du tout. Oui. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'on pourra faire. Si jamais suite à cet échange, voilà, vous avez des questions ou autres, je pourrais les faire parvenir à nos contributeurs et contributrices. Voilà, à moins qu'il y ait une toute dernière question, nous allons pouvoir, je pense, conclure cet échange. Eh bien voilà, je vous remercie à nouveau pour vos précieuses contributions, ainsi que voilà, Benoît pour la modération de ce jeudi de la FEMS. Cet épisode donc sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite donc à rattraper aussi les précédents épisodes qui y figurent. Et je vous donne rendez-vous tout au long de l'année 2025, à la fois pour notre format de rencontres en ligne et pour nos rencontres en présentiel sous divers formats. La FEMS a publié sa programmation 2025 que vous pouvez retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir mis en relation les uns les autres. Ouais, merci super. bien. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.